Mais aussi, c'est la première fois que je fais une interview avec quelqu'un. C'est vrai Donc... Bah, c'est la première fois que je suis interviewé. Ouais, bah voilà. Première dédicace, première interview. Ouais. Première Prochain... trop bien parce qu'on le répète quand même, mais dans la première librairie qui a accueilli mon livre. Ouais, Donc bah... c'est la boucle est bouclée, j'ai envie de te dire. Super. Donc, je suis ici avec Arthur Poirier, auteur de MCO. Yes. Il a fait sa première dédicace cet après-midi chez Bocage Camper. Et je voulais prendre un petit temps pour parler avec toi de ton livre, de toi. Bah merci. Ouais. Donc déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de ton livre ? Ouais, un petit pitch. Bah écoute, EMCO, donc ça veut dire Emotional Communication, c'est une contraction. Et pourquoi ce titre ? Parce que c'est l'histoire de jeunes adultes qui vont apprendre à communiquer avec les mammifères marins via les émotions. Donc à la base, ce sont des gens un peu empathiques, sensibles, etc. Et en fait, ils se servent de ça pour vraiment se relier avec l'esprit d'autres animaux et comprendre, avoir des échanges vraiment poussés sur leur situation, etc. Et puis il y a aussi d'autres éléments plus fantastiques qu'on va pas spoiler au lecteur. Non, faut lire le livre. Faut lire le livre. Donc du coup, quelles ont été tes inspirations pour MCO ? Est-ce qu'il y a un livre, un film ou un autre auteur ou plein de choses qui ont... J'ai toujours rêvé qu'on me pose cette question. Déjà, les gens qui ont lu Harry Potter, ils reconnaîtront forcément la patte, la trame, on va dire, parce que c'est l'histoire d'un héros qui est mal dans sa peau au début, qui est malheureux, seul, un peu dépressif, etc. Et à travers l'Institut MCO et les aventures qu'ils vont vivre après tous ensemble, il va trouver sa place, se faire des amis, rencontrer l'amour, et puis trouver sa place dans le monde, entre guillemets, avec son talent à lui, quoi. Donc il y a ça, évidemment, qui est une énorme influence. Après, déjà, on ne soutient pas forcément les dernières déclarations de J.K. Rowling non plus. Non. C'était bien de le préciser. Ouais. Mais l'histoire Harry Potter reste quand même fondatrice pour beaucoup de gens de ma génération. Moi, j'ai 33 ans, voilà. Après, pour ce qui est des autres, en fait, c'est un cocktail un peu explosif de plein de trucs. Parce que je consomme plein d'histoires sous plein de formes différentes, que ce soit du cinéma, des séries, des animés, puis des BD, des mangas, des livres évidemment, mais aussi plein d'autres choses. Et donc, c'est pour ça que ce qui revient, c'est que c'est une histoire assez visuelle. Parce que je pense que j'avais un peu ce côté où j'ai besoin de visualiser. Mais vu que je sais ni dessiner, ni faire de film, etc., mon moyen d'expression, c'est ça. Voilà, et puis sinon, en influence, Bernard Werber quand même, faut que je le cite. Parce que c'est lui, avec son roman Les Fourmis, qui m'a vraiment ouvert la porte de communiquer avec les animaux, c'est un sujet de dingue. Parce que moi qui suis, je suis un peu sensible, même beaucoup à l'écologie, aux problèmes écologiques actuels et tout. Et d'avoir le regard d'une autre espèce sur Terre, sur ce que font les humains, j'ai trouvé ça dingue. Et donc je pense que ça a bien infusé. Et puis dernière dédicace à Robin Hobb, l'autrice de l'Assassin Royal, parce que la relation, pour ceux qui connaissent le vif et la relation du héros avec les animaux, ça se retrouve aussi pas mal dans ce que j'ai fait. Super. Et donc il y a le côté marin, et puis il y a aussi toute cette communication animale. Est-ce que tu as dû faire de la recherche pour ce côté un peu scientifique, biologique ? Oui, parce que moi du coup je suis pas du tout biologiste de formation, ni plongeur d'ailleurs. Et d'ailleurs je suis même un peu, je dirais pas jusqu'à dire thalassophobe, mais j'ai fait quelques petites expériences de plongée qui m'ont pas trop convaincu. Moi je suis totalement thalassophobe. Voilà, alors que paradoxalement, tu vois, tous mes personnages ils passent leur vie dans l'eau. Alors après, vu que je suis l'auteur, je leur ai donné le privilège d'être dans des combinaisons, justement, où ils peuvent respirer sans problème, peuvent se déplacer hyper facilement, etc. Donc ça vient peut-être de là. Donc pour les gens vraiment qui sont fans de plongée, ils verront peut-être des petites choses à dire. Mais par contre, oui, j'essaie vraiment d'être carré sur le côté scientifique et réaliste de la vie des orques. Par exemple, est-ce qu'un orque ça dort ? Comment ça dort ? Comment ils fonctionnent en groupe ?
Ouais. Donc j'ai appris que par exemple ce sont des groupes matriarcaux avec les femelles âgées qui apprennent voilà, des techniques de chasse, même des langages. Les scientifiques qui étudient les orques, ils ont capté que, enfin des langages et même des accents, c'est-à-dire que quand tu étudies les petits sifflements des orques, les orques de l'Antarctique, ça va pas être les mêmes que le Canada, ça va pas être les mêmes que la Méditerranée. En fait, c'est comme s'ils avaient des langues différentes comme nous, les humains. Donc voilà. Donc je me suis énormément renseigné. Et puis il n'y a pas que des orques dans le livre, il y a des baleines à bosse, des belugas, et puis plein d'autres animaux. Voilà. Super. Et du coup, ça a été quoi ton processus d'écriture? Est-ce que tu avais un emploi du temps d'écriture ou... Pareil, j'ai toujours rêvé qu'on me pose cette question. En fait, j'ai vraiment tâtonné. Donc je voudrais dire à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture que c'est normal de galérer, que c'est vraiment pas évident. C'est pas que du plaisir, mais c'est normal. Et c'est pour ça que c'est ce que l'IA cherche à gommer, entre guillemets, à faire, voilà, que tu as une idée, pam, tu la pitches et en 2 secondes ça fait un livre, mais sauf que c'est pas ça un livre. Et en gros, moi j'ai mis 6 ans à l'écrire, et au début, le premier jet, j'ai même pas réussi à aller au bout. Je me suis arrêté au bout de 40 pages de Word, alors que la version finale elle en faisait 450. Et j'étais bloqué, je comprenais pas comment faire et tout. J'ai eu la chance d'avoir l'un de mes meilleurs potes, Titouan, qui se reconnaîtra, qui a bossé chez des éditeurs, qui a lu le truc et qui a dit, enfin d'ailleurs merci parce que c'est grâce à lui en vrai que ça existe, il m'a dit mec, en vrai il y a du potentiel. C'est vraiment bancal, c'est vraiment pour l'instant un peu pourri, mais non, c'est mon pote. Donc, mais il voyait l'idée en tout cas. Il voyait l'idée, il voyait le potentiel et m'a dit ok, t'inquiète, on va se poser et on va continuer. Et donc, grâce à déjà ce premier œil extérieur, j'ai pu déjà faire un plan, c'est-à-dire façonner une histoire, parce qu'il me posait plein de questions sans me dire fais ça, mais il me disait par exemple pourquoi est-ce que la Fondation EMCO, par qui elle a été inventée, depuis quand, combien il y a de membres, et des trucs qui me permettaient de clarifier, moi d'apporter mes propres réponses et de donner beaucoup plus de corps à mon histoire. Il fallait vraiment créer le monde dans lequel EMCO est réel. C'est ça, parce que nous, on est... Alors ça se passe quand même dans notre monde, en France et en Norvège et dans d'autres pays, etc. Et ça se passe en 2041. En 2041, ça commence en 2041, voilà, et ça se passe sur quelques années. Et en gros, parce que quand t'écris, toi t'es dans ta scène, t'es dans ton flow entre guillemets, donc tu vas suivre un peu tes idées, mais après tu tombes sur des blocages parce que tu peux avoir anticipé, ok je veux aller là-bas, sauf qu'en allant là-bas, sur le chemin tu vas t'arrêter à un endroit que t'avais pas prévu, et du coup t'es complètement perdu, tu te dis mais je m'en sors comment? Je ne sais pas quoi dire, et du coup tu te sens un peu nul au début, alors qu'en fait c'est parfaitement normal, et c'est même là qu'il y a les plus grands éclairs de génie. Pas de génie, mais on va dire les plus grands éclairs de créativité. Et ça, c'est ouf. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, mon argument, je dégraisse un peu, mais par rapport à l'IA, mon argument contre l'IA, c'est de dire, en fait, l'IA, ça supprime le chemin que l'artiste accomplit lui-même. Je suis entièrement Parce que c'est ça le plus important. Au final, que l'IA, elle fasse un bouquin qui ait l'air cohérent et qui ait l'air d'être bien et vendable, c'est une chose. Sauf que ça supprime tout le parcours d'un artiste, que ce soit d'ailleurs un écrivain, mais un peintre, un mec qui fait des films, peu importe, un musicien. En fait, c'est quand tu t'y mets, et du coup on revient sur le processus créatif, c'est que j'ai appris à me dire, ok, tu dois t'y mettre, et c'est une fois que tu y es, tu commences à te lancer, t'écris quelques phrases. Il y a les Anglais, alors, désolé pour mon accent, mais ils disent write 2 crappy pages a day. C'est-à-dire, tu t'en fous en plus que ce soit un premier jet. Faut surtout pas se juger sur le premier jet, c'est très important. Parce que moi je le faisais beaucoup. C'est que ton premier jet sera forcément bancal, tâtonnant, illogique à des endroits et tout. C'est pas grave. L'idée c'est comme un sculpteur où ton but c'est d'avoir ta première boule de glaise entre guillemets, et après tu vas faire les détails. Mais déjà, ton premier taf, c'est écrire le squelette en fait. C'est ça, d'avoir ton matériau de base. Et le deuxième, donc j'ai pas mal digressé, désolé, mais le deuxième truc, on est là pour ça. c'est que je voulais remercier Ellie Anderson
écrivain qui a écrit Oscar Peel, qui a eu un petit succès dans les années 2000. J'avais eu son contact par une connaissance. Et donc j'avais pu discuter avec lui pendant 1 heure au téléphone. Ah, super. Moi c'était un truc de fou parce que c'était un écrivain. Pour moi les écrivains c'était un peu genre des sortes de génies, un peu des magiciens quoi. Des mages, des mecs qui vivent dans la forêt, dans une cabane, ou des femmes qui sont trop douées. Un peu mystique quoi. Voilà, qui pondent des œuvres comme ça, qui nous les donnent à nous les petits lecteurs. Et en fait j'ai pu discuter avec cette personne-là qui lui m'a dit fais un plan le plus détaillé possible. C'est-à-dire, va jusqu'au chapitre par chapitre. Parce que moi, j'avais fait des parties, un peu comme on nous apprend à l'école, de grand 1, grand 2, il va se passer ça, puis il va se passer ça, puis la fin, ce sera ça. Et en fait, non, il m'a dit, pour y aller au bout, il faut vraiment saucissonner au max. Et voilà, faire chapitre par chapitre, ce qui va se passer. C'est normal, ton plan, il va évoluer. Et voilà. Et donc, grâce à mon ami Titouan, qui m'a suivi jusqu'aux 6 ou 7 versions que j'ai faites, il m'a toujours épaulé, plus Ellie Anderson, plus toutes les personnes de mon entourage qui m'ont aidé, parce que ça met du temps, il y a plein de moments où tu as envie d'écrire, tu te dis voilà, il faudrait que j'écrive et tout, et en fait tu n'y arrives pas parce que tu es pris dans la vie, dans le boulot, dans les trucs familiaux, etc. Et tu culpabilises. Moi j'ai énormément de culpabilité au début. Et puis au bout d'un moment avec l'expérience tu arrives à t'en détacher parce que tu sais que c'est quand tu t'y mets, pareil en anglais ils disent show up quoi. C'est juste ça, faut juste show up, faut venir face à ton ordi et c'est après, toi et ton ordi et tu t'as pas de contrôle sur ce qui va arriver, mais enfin pas trop. Non. Donc voilà, désolé c'est un peu bordélique mais c'est un peu ça la méthode que j'applique. Et du coup, Titouan, c'est la première personne qui a lu le livre fini ou juste au moins En fait, il a lu tellement les versions progressives, on va dire, que l'histoire, je pense qu'il la connaît quasi aussi bien que moi. Donc, c'est vraiment... Alors, en plus, il travaille chez un éditeur, mais lui, il fait des livres photos, donc pas du tout le domaine. C'est pour ça que je suis auto-édité. Parce que voilà, il n'y a pas de piston, hein, les gars, c'est que de l'indépendant. Hein. Et en gros, mais c'est lui qui, le premier, a lu, c'est lui qui a lu le premier jet terminé. Ok. Donc c'était en 2022. Ok. Donc ça commence à... Parce qu'après il y a le premier jet, mais le taf n'est pas fini. Le taf est loin d'être fini parce qu'après, tu t'y remets. Alors... tu tombes de haut parce que tu as l'impression d'être le nouveau Tolkien ou le nouveau J.K. Rowling et en fait tu te dis mon histoire à des endroits c'est n'importe quoi. Mais tu commences à douter. Ouais voilà. Mais après c'est de la réécriture, se confronter aux premières critiques, constructives évidemment. Et les pas constructives, apprendre à les encaisser aussi. Et puis continuer, pas lâcher. Et un jour on fait une dédicace. C'est ça. Donc tu as parlé d'auto-édition. Est-ce que tu avais cherché à le faire éditer par un éditeur classique Ouais. C'est le parcours du combattant un peu ça. Bah oui. Je pense que c'est presque limite pas impossible parce que plein de gens le font, mais on voit qu'il y a beaucoup plus d'auto-édition et que ça peut marcher totalement en fait. Ouais, en fait j'avais pas mal d'ego au début. Parce que moi je viens d'un milieu, j'ai fait la fac de droit, j'ai fait des études un peu élitistes et donc j'avais intériorisé un peu ce côté faut être le meilleur dans ce que tu fais. Et donc moi, quand j'ai commencé à écrire, je me répétais, et peut-être que ça servira à des personnes qui écrivent ou qui créent de l'art et tout, c'est que je me répétais, faut pas que je sois un écrivain raté. Faut pas que je sois En gros, faut que j'écrive, mais faut que ce soit un succès, faut que j'en vive, faut que je devienne riche avec ça, faut que je fasse des films et tout. Et en fait, ça te fait souffrir parce que déjà ça te fout une pression énorme pour rien. Et après, justement, dans cet objectif un peu de réussite et faut que ce soit connu et tout, mon premier réflexe, ça a été de l'envoyer à des éditeurs. À plein d'éditeurs, en tout une quarantaine je pense. Oui. Et à des stades différents, c'est drôle parce que, aussi peut-être petit warning pour les futurs écrivains, moi je l'ai envoyé beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que j'ai fait le premier jet, j'ai fait une première relecture tout seul,
pas extérieur. Grosse erreur ça. Ah. Et je me suis dit ok là c'est bon, c'est vraiment le succès assuré là, c'est incroyable, l'histoire elle est folle et tout. Donc c'est sûr, les éditeurs ils vont me dérouler le tapis rouge. Je l'envoie, pas de réponse. En même temps je me dis normal, voilà, parce que les éditeurs ils mettent 6 mois, 1 an à répondre. Oui, il faut le lire quand même. Il faut le faire lire surtout par quelqu'un d'extérieur. Ouais. Parce que du coup, cette version-là, que j'avais envoyée déjà à une dizaine d'éditeurs, je l'envoie à mon ami Titouan. Il me dit, mec, tu l'as envoyé à des éditeurs là? Je fais ouais, évidemment et tout. Il dit, mec, il y a une faute première ligne. Ah. Donc ça te laisse présager du reste, tu vois. Ouais. Et en fait, il n'était pas du tout fini, pas du tout prêt à être envoyé. Et donc je me suis cramé déjà auprès de plein d'éditeurs. Et après, par contre, après des relectures, des remises en question, etc., où il est arrivé dans sa forme finale, j'ai quand même envoyé une vingtaine d'éditeurs, en plus assez ciblés dans le côté fantastique, imaginaire et tout ça. Mais aucune réponse positive, soit pas de réponse, soit des réponses négatives. Et voilà, après, moi je leur en tiens par rigueur, parce que voilà, ils avaient peut-être aussi des attentes sur, je sais pas, des sujets desquels ils voulaient traiter, où moi je m'inscrivais pas, ou une longueur de livre où ils voulaient des séries et moi c'était un one shot, enfin bref, plein de raisons au final. Mais ça je m'en fiche parce qu'au final, voilà, j'ai fini par l'auto-éditer, je suis très content de la couverture, très content de la magnifique couverture. Ouais, elle est très belle. Par Cop Vert. Si vous pouvez aller checker sur Insta ce qu'il fait, c'est trop bien. Voilà. Donc auto-édition, et puis j'en suis content parce que je considère ça comme abouti, même s'il n'y a pas eu de relecture éditoriale. Il y en a eu une un peu quand même parce que j'ai la chance de connaître quelqu'un qui avait déjà fait des boulots dans le passé de relecture de texte, donc qui a pu beaucoup m'aider. Et puis après des relectures, de traquer les coquilles. Alors il en reste. On m'a dit, on en a signalé encore 2 ou 3, mais bon au bout d'un moment. Après, il y en a plein des livres derrière moi là qui ont des petites photos aussi, hein, donc c'est pas. Oui. Et mon œil il s'est un peu aiguisé et je remarque que oui, il y a des petites coquilles, même dans des livres très connus, hein, dans des trucs qui marchent. Totalement. Donc au moins vous savez que c'est pas fait par une IA, c'est fait par des gens qui ont galéré à traquer les fautes, mais il en reste, voilà. Je pense pas que ça entache trop le bouquin, donc voilà, j'en suis très content. Super. Et ma dernière question pour notre petite interview, c'est qu'est-ce que tu lis en ce moment? L'Assassin Royal. Je le recommence. Je l'avais lu les 5 premiers tomes, mais il y a peut-être 15 ans, donc je m'en souvenais à peine. Mais il m'avait quand même bien marqué, le vif pour ceux qui connaissent. Mais là, je le relis pour le world building, parce que je suis en train d'écrire un deuxième bouquin, voilà, et qui implique plus de world building, parce que voilà, là on est avec des animaux qui existent, etc. Alors que là, voilà, j'essaie d'introduire des créatures fantastiques et tout. Donc tu restes dans l'univers un peu fantastique, même si là ça reste assez réaliste, on est quand même dans un monde qu'on reconnaît de tous les jours. Mais donc là tu vas plus dans le fantastique. Ouais, alors ça reste dans notre monde, mais c'est un monde avec un supplément, on va dire. C'est comme s'il y avait des êtres surnaturels qui habitaient le monde. Au final, ça se rejoint dans le sens où les orques, les baleines et tout, c'est un peu des êtres surnaturels pour nous. Oui. Parce qu'on les connaît à peine, on les voit jamais. Oui, ouais. Et là, voilà, ce sont des créatures qui ont plus de la magie, etc. Mais voilà, ça se passe quand même dans notre monde. C'est ça le fantastique, la définition du genre fantastique, c'est le monde réel avec un twist surnaturel. Donc c'est vraiment ça. Voilà. Super. On a hâte de lire celui-là aussi. Écoute, ça fait 3 ans que je suis dessus. Ouais. J'ai pas fini le premier jet. Enfin si, je suis toujours sur le premier jet, quoi, tu vois. Donc 6 ans, si je suis à un rythme de 6 ans, peut-être dans 2-3 ans. Ouais. Peut-être avant. Je sais pas. Peut-être ce sera une série aussi. Donc à voir. Mais déjà, voilà, je suis très content que Emco quitte un peu son cadre, on va dire privé, parce que voilà, mes potes, ma famille, mes potes de bottes, là, tout le monde là. Donc il est temps que voilà, il prenne son envol et que. J'en ai vendu un à des Canadiens. Donc il est allé au Canada. Bien. Mais ouais, et d'ailleurs, grâce à Librinova, ah oui, parce que j'ai pas placé Librinova, mais c'est quand même, je suis passé par Librinova pour m'auto-éditer. Donc c'est une plateforme d'auto-édition à la demande.
Et dans leur offre, effectivement, tu peux... Enfin, c'est à l'international. Donc je sais qu'il y a une librairie canadienne qui a acheté mon bouquin, québécoise. Bien. Et qui m'a envoyé un message sur Insta, qui avait même fait un post sur ses réseaux pour dire qu'ils avaient adoré et Excellent. tout. Je pense que le Québec-Canada, ça peut leur parler. Ouais, parce que eux, pour le coup, ils envoient des orques. Alors que nous, en France... Contrairement à nous. En Bretagne, en tout cas, on n'en voit pas. Ouais. Il y en a un peu en Méditerranée, mais c'est rare quand même. Donc voilà. Bah ouais. Et bah super. Bah, merci beaucoup Arthur pour cette interview et puis pour avoir choisi Bocage Quimper pour avoir ton livre, quoi. Aucun problème. Merci à toi, encore une fois. C'est, tu sais, pour un écrivain, en fait, on est des êtres un peu simples, tu vois. Tu as envie que ton livre, il existe, tu as envie qu'il soit dans une librairie, tu as envie de faire des dédicaces, et c'est notamment toi qui m'a permis de le faire. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est vrai que c'est pas toujours évident, en plus, quand tu es auto-édité, parce que tu arrives avec ton petit bouquin ton bouquin que tu as écrit, dans lequel tu as mis vraiment énormément de temps, d'énergie et tout ça. Et tu sais, je pense que, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'étais hyper stressé quand je t'ai demandé. Le premier jour, laisse tomber. Parce que tu te fais 1 milliard de scénarios dans ta tête, tu te dis, ça se trouve, elle va me rironner, ça se trouve, elle va... Ah, j'aurais jamais fait ça. Non, mais je sais bien. Mais tu comprends. Mais oui, non, je comprends totalement parce que tu dois te mettre en avant, forcément. Et ça doit pas être évident, parce que c'est un peu une part de toi, même si c'est pas un mémoire, c'est pas l'histoire de ta vie, mais c'est un truc que tu as passé 7 ans à écrire, donc c'est beau de pouvoir l'avoir comme ça, c'est du concret, mais oui, aller voir quelqu'un et dire tu veux bien l'avoir dans ta librairie, le vendre dans ta librairie. Ça prend du courage aussi, je pense. C'est sûr, surtout que tu parlais de mémoire, moi ça me fait penser aux études, tu sais, moi j'ai fait des mémoires, des rapports de stage, etc. J'ai énormément plus de pression avec ça qu'avec mes examens. Parce que là c'est vraiment moi tout seul, quoi. C'est pas juste un truc qu'on t'oblige à faire, donc ouais. Mais bon, ça fait partie de l'expérience, et donc voilà, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui veulent écrire, moi je peux que vous encourager à le faire parce que c'est une expérience qui est vraiment transformante, j'allais dire, dans la vie, parce que voilà, ça demande de la discipline, des efforts. Il y a des moments de joie incroyables, il y a des moments de déception, il y a des moments de découragement, et du coup tu as l'impression que tu es plus solide après, parce que tu sais que tu as un fragment de toi-même que tu as réussi à matérialiser, où tu es allé au bout. Je trouve que la métaphore de la randonnée ou de l'alpinisme, elle est parlante, quoi. Parce que tu passes ton temps à regarder le sommet, à te dire j'ai trop hâte d'avoir fini. Et en fait, il faut se concentrer sur les micro-étapes, les petits pas que tu fais et revenir à chaque fois aux petites choses. Et au bout d'un moment, 1 milliard de petites choses, ça fait un livre. Donc voilà. Que vous pouvez acheter chez Bocage Quimper. Avec plaisir. Et dans d'autres librairies, dont une au Canada. Ouais, et en fait, vous pouvez le commander dans toutes les librairies. Partout en France, il ne sera pas en rayon partout. Mais si vous allez voir votre libraire, de préférence un libraire indépendant, vous lui demandez et puis il pourra le commander, comme n'importe quel livre. C'est juste que je ne suis pas mis en avant par un éditeur, mais voilà. Si ça vous tente, ce sera avec plaisir. Et puis pour ceux qui sont adeptes de la liseuse, il est aussi dispo en version numérique, donc voilà, allez-y. On va aller découvrir. Ouais. Merci encore, et puis à une prochaine fois, peut-être pour le prochain livre. Quand tu veux, avec plaisir. En tout cas, merci encore, merci à toi. Super. Salut, à bientôt.